Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présents par écran interposé. Je suis contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter une partie des recherches que j'ai réalisées donc, au sujet des usages partagés dans les églises entre culte et culture. Et donc, malgré la distance qui nous sépare, j'espère que cette conférence permettra de susciter le débat, de stimuler la créativité pour envisager des solutions pour sauver les églises de l'abandon et de la dégradation. Donc, je ne vais pas vous détailler des études de cas précises, mais je vais essayer de vous donner pas mal d'exemples pour découvrir ce qu'il se fait ailleurs et proposer une réflexion de fond. Et j'espère aussi apporter des perspectives positives en montrant qu'il existe des solutions donc, réalisables et enthousiasmantes. Donc, je vais partager avec vous mon diaporama. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, normalement, vous pouvez voir le diaporama. Alors, donc, si vous avez porté un intérêt pour cette conférence, je pense que c'est que nous sommes conscients que les églises sont aujourd'hui en péril et qu'il est important de mettre en place des actions, des initiatives pour les préserver. Il est effectivement pas rare de voir dans les journaux des articles qui font part de l'inquiétude du clergé, des défenseurs du patrimoine et de la population face à cet abandon progressif des édifices religieux. Il est parfois aussi question de vol de mobilier ou de dégradation volontaire. Donc, c'est un sujet qui est débattu au niveau des pouvoirs religieux, des pouvoirs publics, des institutions patrimoniales et de la population aussi, notamment à travers des conférences comme aujourd'hui. Et ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, je dirais, que les débats se sont intensifiés et qu'on peut désormais voir apparaître des résultats concrets dont on peut s'inspirer pour avancer. Donc, je pense que nous sommes tous conscients que la fréquentation des églises, voilà, elle diminue et elle va continuer à diminuer. Et pourtant, nous restons attachés pour de multiples raisons à ces édifices qui trônent au centre de nos villages et de nos quartiers. On se sent tous concernés par leur sort, que nous soyons croyants ou non d'ailleurs. Lorsque vient la décision de démolir une église, souvent pour des raisons de sécurité, c'est un échec pour tout le monde. Heureusement, ça reste pour le moment des cas assez rares, mais suffisamment inquiétants pour mettre en œuvre le nécessaire pour que cela se produise le moins possible. Alors, il faut par contre avoir conscience que maintenir toutes les églises affectées à leur fonction initiale, c'est-à-dire au culte, ce n'est pas tenable. Il n'est pas non plus réaliste de vouloir sauvegarder absolument tous les édifices religieux. Ce n'est financièrement pas possible pour les fabriques d'églises et pour les communes. Et encore moins depuis qu'on voit de plus en plus de regroupements territoriaux où les propriétaires des églises se retrouvent avec plusieurs églises à entretenir et à gérer avec des budgets et des moyens humains toujours plus modestes. Donc, il faut pouvoir mettre sur la table des projets réalistes et respectueux des lieux et des usagers. Alors, il existe des solutions très diverses pour continuer à faire vivre ces lieux, certaines plus respectueuses que d'autres de leur environnement. Mais en réalité, ce n'est pas une nouveauté pour les églises de recevoir d'autres activités que des cérémonies de culte. Par exemple, au Moyen-Âge, on y faisait des marchés, on logeait les pèlerins dans le fond de l'église, on y organisait des repas pour les pauvres. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ce sens de l'accueil, d'ouverture sur le monde extérieur dans ces édifices. Mais malgré tout, il est légitime de se poser la question, nos églises sont-elles vraiment devenues trop nombreuses pour l'usage qui en est fait? Ou bien serait-ce simplement un manque de réflexion sur leur potentialité? Les églises ne seront probablement pas trop nombreuses si on continue à les faire vivre et si on leur offre des moyens suffisants pour le faire à la hauteur de leurs valeurs historiques, patrimoniales, symboliques ou utilitaires. Mais voilà, il existe aussi des personnes qui craignent cette diversification des affectations dans les lieux de culte, et c'est tout à fait légitime. Elles ont peur que ces nouvelles fonctions dénaturent les lieux, dégradent le patrimoine
et qu'elles accélèrent la décroissance des pratiques religieuses, que ce soit un nouveau coup de massue pour les pratiques chrétiennes. Ces personnes craignent aussi que les nouveaux projets ne soient pas suffisamment cadrés et qu'ils prennent finalement le pas sur la fonction cultuelle. Et il y a probablement aussi une peur de ne pas avoir son mot à dire et de subir ces nouvelles activités. Donc, il est impératif de réfléchir ensemble sur l'avenir des églises pour les réinventer dans le respect et en préservant leur nature qui en font des lieux singuliers. Donc, pour préparer cette conférence, donc comme le disait M. Schmitz, je me suis basée sur mon mémoire. J'avais principalement concentré mes recherches sur les édifices encore affectés au culte, qui partageaient leur espace avec des activités culturelles. Mais au fil de mes recherches, pour actualiser mes informations, j'ai également porté un intérêt particulier pour des projets qui ont investi des églises désacralisées, car ils sont souvent plus audacieux, et donc ça permet de stimuler l'imagination pour accompagner notre réflexion. Et donc je me suis intéressée à des projets culturels, mais cette fois aussi à des projets à caractère plus social, car nous allons découvrir que finalement, pour créer des projets solides et durables, culte, culture et social ont avantage à être intimement liés. Alors, j'essaie de... Voilà. Donc, j'ai découpé cette conférence en 4 parties. Je vais d'abord m'attarder sur ce qui fait la spécificité d'une église. Donc, il y a forcément la notion d'espace sacré, mais il y a aussi d'autres caractéristiques. Ensuite, je vais consacrer un chapitre sur l'importance d'entretenir et de conserver et aussi de mettre en valeur le patrimoine qui se trouve dans les églises. C'est une première façon de faire cohabiter culte et culture, car il y a déjà de la culture à l'intérieur des églises, il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher très loin. Et puis, le troisième chapitre, lui, sera consacré aux églises qui invitent la culture extérieure, en particulier les interventions d'artistes. Et donc, on verra des exemples qui ont fonctionné, d'autres moins, et on essaiera de comprendre pourquoi. Et puis enfin, je m'intéresserai aux églises désaffectées qui accueillent des projets qui mêlent culture et sociale et qui tiennent aussi compte du territoire à une échelle plus grande que celle d'un village ou d'un quartier. Puis je terminerai par une petite conclusion. Alors, quelles sont les spécificités d'une église ? Donc, une des premières questions que je me suis posée avant de commencer mes recherches, c'était qu'est-ce qu'un lieu sacré aujourd'hui et dans quelle mesure ce caractère sacré pouvait être un frein pour accueillir d'autres activités dans une église que les cérémonies cultuelles. Alors, ce n'est pas évident du tout de définir le sens du mot sacré. C'est un concept qui est finalement assez personnel. Chacun a sa propre définition, mais on peut par exemple dire que le sacré, justement, c'est ce qui n'est pas profane. On oppose souvent sacré et profane. Et en fait, sacré, ça veut dire ce qui est séparé, ce qui est différent du monde commun. Et profane, profanum, c'est tout ce qui est en dehors du temple, c'est tout ce qui fait partie du quotidien. Mais cette frontière entre sacré et profane, elle n'est pas toujours évidente. Certains théologiens pensent que seul Dieu est sacré et tout le reste est profane, et d'autres, à l'inverse, vont dire que comme Dieu est partout dans notre quotidien, tout est sacré et rien n'est profane. Donc, si on se réfère au code de droit canonique, les lieux sacrés sont définis comme ceux qui ont reçu une dédicace, une bénédiction particulière, qui ont reçu des rites comme être aspergés d'eau bénite, être imprégné d'encens et pour l'autel recevoir une pierre consacrée ou des reliques. Un autre rite qui donne aux églises ce caractère sacré, c'est la célébration eucharistique, la liturgie, qui rend présent le Christ. Mais il n'est pas nécessaire d'être dans une église pour célébrer l'Eucharistie. Elle peut se dérouler n'importe où, par exemple autour d'un autel portatif. Donc un lieu peut être temporairement sacré. Mais donc si un espace sacré n'a pas besoin nécessairement d'une architecture,
l'architecture, elle, peut effectivement être au service du sacré. Donc, dans les églises chrétiennes, ce caractère sacré peut être traduit par différentes choses tangibles. Ça peut être par le choix du lieu, au-dessus d'une source, d'un ancien cimetière, son orientation vers l'Orient qui indique le lieu de naissance du Christ, son plan en croix, une coupole pour rappeler la voûte céleste. Ça peut être aussi la lumière, que ce soit celle diffuse par les vitraux ou par les chandeliers qui évoquent la lumière divine. Ça peut être le riche décor pour refléter le royaume de Dieu, ou bien encore la musique de l'orgue pour toucher le sens des fidèles. Donc tous ces éléments participent au caractère sacré d'une église, ils participent à le rendre divin. Mais donc, ça fait plusieurs décennies qu'on relativise un peu cette idée que les églises sont des lieux sacrés, des lieux mystiques. Et en 1962, le Concile Vatican II marque le coup en déclarant que la véritable sacralité ne se trouve pas dans les pierres matérielles, mais dans la communauté chrétienne, en particulier lorsqu'elle célèbre l'Eucharistie. Donc l'opinion des autorités religieuses actuelles relativise aussi en général cette notion d'église sacrée. Par exemple, Robert Collinet, le vicaire épiscopal du diocèse de Liège, dit en 2003 qu'il faut trouver un juste milieu entre le conservatisme extrême, qui rejette tout ce qui ne relève pas strictement du culte, et son contraire, qui ne voit que dans les églises que leur aspect patrimonial et architectural, en oubliant leur vocation spirituelle. Certains conçoivent cette évolution de la définition du sacré ni comme un déclin, ni comme un renouveau, mais comme une adaptation à notre société actuelle. Mais d'autres voient ça de manière pessimiste. Par exemple, lors d'une interview en 2017, l'écrivain Denis Tillac s'exprime en disant que les églises deviennent au mieux des espaces culturels, mais elles ne sont pas faites pour ça. Je constate sans plaisir que nos églises sont en train de devenir un élément du patrimoine architectural parmi d'autres, avec une dimension touristique qui ne me fait pas plaisir. Il manque quelque chose d'essentiel et je suis très inquiète. Donc voilà, chacun a un petit peu sa petite définition sur la question du sacré. Et après avoir réfléchi à ce que représentait la notion du sacré pour les chrétiens aujourd'hui, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres raisons pour lesquelles il était toujours aussi délicat de parler de la réaffectation d'une église, ou en tout cas du partage des usages dans les églises. Et effectivement, une église revêt une multitude de fonctions, autant symboliques qu'utilitaires, et qui peuvent être à la fois des contraintes et des opportunités pour les affectations. Donc les églises sont donc en effet un lieu d'expression de la foi, de sauvegarde de la culture chrétienne, un lieu de visibilité des pratiques chrétiennes, mais les églises ont aussi un rôle urbanistique. Donc elles occupent une place stratégique, elles structurent les plans des villes et des villages qui s'organisent souvent autour d'elles, comme on peut le voir sur l'image ici du PowerPoint. Donc cet édifice central, c'est un point de repère que l'on aperçoit de loin et qui caractérise le paysage. Donc les églises, ce sont aussi des témoins de notre passé, mais aussi des marqueurs de notre identité, de nos racines. On y accorde donc souvent une valeur affective. C'est là que nos ancêtres, et peut-être nous-mêmes aussi, avons vécu le baptême, la communion, le mariage, et parfois sur plusieurs générations. Elles sont souvent aussi d'une grande valeur patrimoniale et artistique. Elles témoignent de l'évolution des courants artistiques, des techniques. Elles sont une sorte de concentré de savoir-faire d'une ou plusieurs époques. Et donc, elles représentent bien souvent une plus-value dans un village ou un quartier. Lors d'une visite touristique, elles sont régulièrement des lieux incontournables à voir, à la fois parce qu'elles ont une valeur artistique, mais aussi parce qu'elles témoignent de l'identité d'une culture. Et les églises, ce sont aussi des espaces de méditation, d'apaisement, de sérénité hors du temps. Et enfin, les églises, ce sont des lieux de sociabilité, d'accueil et de rencontres ouverts à tous. Comme ce sont des édifices publics, elles ont en principe l'obligation d'être accessibles en dehors des cérémonies de culte. Donc que nous soyons croyants ou non, nous sommes attachés à ces édifices. Donc pour ces multiples raisons, il est important de continuer à les faire vivre. Donc, comme je disais, il existe
plusieurs solutions pour faire vivre les églises. On pense généralement en premier lieu à inviter un artiste à exposer des œuvres ou un musicien pour donner un concert. Mais dans un premier temps, on peut tout simplement donner la parole au patrimoine qui se trouve déjà dans ces édifices. C'est une façon de mettre en valeur la culture d'un village, d'un territoire. Il faut dire aussi qu'une très grande partie du patrimoine mobilier et immobilier classé ou inscrit au patrimoine est d'origine religieuse. Donc alors, pour permettre à cet héritage culturel de traverser les âges et de pouvoir être transmis à travers les générations, avant de réfléchir à le mettre en valeur, il faut savoir l'entretenir et le conserver. Mais ce n'est pas une tâche évidente, car les églises, ce sont des grands volumes, avec un taux d'humidité souvent élevé, sujet au risque d'infestation d'insectes et de petits animaux. Elles sont sujettes au vol aussi. Et donc, leur dégradation est souvent lente et peu visible au premier abord. Et donc, important d'effectuer régulièrement un entretien pour repérer ces dégradations. Et le coût des restaurations des églises serait probablement réduit si un entretien régulier était réalisé. Donc, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais il serait important de réaliser régulièrement des diagnostics de l'état sanitaire des églises. Il y a certaines sociétés et des associations spécialisées qui proposent ces services. C'est le cas en Flandre de la Monumentenwacht. Elle propose donc à des propriétaires de bâtiments à valeur historique une inspection périodique du bâtiment avec des rapports d'expertise, des préconisations d'entretien à effectuer, des actions urgentes simples comme remplacer une tuile, nettoyer des gouttières obstruées. Mais ça peut vraiment faire toute la différence sur la conservation des églises. Et donc ça, c'est contre une adhésion annuelle de 40 € par bâtiment suivi. Ça va. Il est aussi important de réaliser un entretien régulier. Certaines actions peuvent être réalisées par un restaurateur d'œuvres, ne fût-ce qu'une fois de temps en temps pour vérifier le taux d'humidité, la température intérieure, vérifier l'état des œuvres, les dépoussiérer, vérifier si les tableaux et les statues sont toujours bien fixés au mur, surveiller l'état des boiseries, etc. Et écrire tout ça dans un petit cahier de maintenance. Voilà, toutes les observations qui ont été faites et les actions qui ont été réalisées. Alors, pour assurer la sécurité de ce patrimoine, il y a également d'autres petites actions plus ou moins simples à réaliser. Par exemple, contre les dégradations naturelles, on peut placer des thermomètres et les relever régulièrement, traiter les meubles contre les insectes, aérer régulièrement les lieux. Donc, voilà, c'est des petites actions à faire qui peuvent faire la différence. Et les églises sont aussi sujettes au vol, particulièrement en milieu rural. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus une église est ouverte et entretenue, moins elle est sujette au vol, car elle semble habitée. Donc, dans les églises qui sont fermées, on se rend d'ailleurs souvent compte un peu tard qu'il y a eu un vol. Comme petite action, on peut donner l'impression que l'église vit en allumant des bougies la journée, en laissant tourner un fond musical. Aussi faire attention à sceller les statues et les tableaux au mur, placer les objets précieux dans des vitrines et éventuellement placer des alarmes et des caméras selon les moyens aussi. Alors, une autre chose qui est très importante à faire, c'est tenir à jour un inventaire du mobilier avec des photographies. Ça permet de surveiller les dégradations et c'est un document primordial à consulter en cas de vol. Donc, les fabriques sont tenues de réaliser ces inventaires, mais d'autres institutions et des associations font aussi cette tâche, comme l'Institut royal du patrimoine artistique, le Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux. Il y a aussi l'Association du patrimoine artistique à Bruxelles, qui est constituée de jeunes historiens de l'art qui peuvent aussi faire ces inventaires. Et voilà, une fois l'inventaire réalisé, la difficulté, c'est souvent de le tenir à jour. Et parfois, la volonté ne suffit pas. Il est important également de se former et de sensibiliser les acteurs, les gestionnaires des églises à la conservation du patrimoine religieux. L'idéal est par exemple de réaliser des partenaires avec des musées, des professionnels de la conservation,
Donc, par exemple, à la paroisse de Saint-Latouin-des-Sources dans l'Orne. Donc, sur l'initiative du curé, une formation a été donnée par une restauratrice d'œuvres à une équipe de bénévoles dans les réserves du musée départemental des arts religieux pour leur enseigner des techniques d'inventaire, les règles de manipulation des objets, des règles de conservation de base. Il existe aussi des petits guides pour les accompagner. Alors, après avoir mis en place toutes ces petites stratégies d'entretien et de conservation du patrimoine in situ, on peut réfléchir à comment le mettre en valeur. Et au fil de mes visites dans les églises, j'ai constaté que ces actions de valorisation étaient souvent légères et assez ponctuelles. Et même si ces initiatives partent d'une bonne volonté, et c'est évidemment mieux que rien, il n'y a souvent pas de réflexion de fond sur l'ensemble de l'Église. Et je pense qu'il faudrait oser plus souvent faire appel à des professionnels des musées qui, eux, connaissent les techniques de conservation et de mise en valeur des collections d'une architecture de manière didactique. Donc, pour redonner un peu de la splendeur à un édifice ou à son mobilier, on pense souvent à faire une restauration, mais les coûts sont souvent décourageants. Mais voilà, il existe des solutions. Par exemple, au musée du couvent Sainte-Catherine à Utrecht, le musée propose de restaurer les œuvres des églises, mais à condition que le musée puisse les garder durant une période de 25 ans avant de les remettre en bon état sur son lieu d'origine. On peut également procéder par des petites restaurations successives par étapes plutôt que de vouloir restaurer tout d'un coup. Par exemple, commencer par la restauration d'un objet emblématique pour déclencher des dons et montrer une certaine motivation, et peut-être que ça débloquera ensuite, au fil du temps, d'autres subsides pour le restant de l'édifice. On peut aussi imaginer des activités culturelles autour d'un projet de restauration. Restaurer un objet dans une église fermée ne donnera probablement pas beaucoup de soutien financier, mais si on développe tout un projet plus ambitieux autour, ça peut donner du sens à cette restauration et voilà, et susciter peut-être de la générosité budgétaire. Alors, on peut également se renseigner sur les concours et les prix pour décrocher des subsides. Par exemple, il existe le prix du patrimoine culturel européen appelé le concours Europa Nostra, qui récompense des actions de conservation, de restauration ou réhabilitation du patrimoine. C'est d'ailleurs ce concours qui a récompensé le projet de la chapelle de Jodoigne, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, on peut également porter son attention aux discours, aux informations qui sont présentées dans l'Église. Alors, souvent, on a d'un côté des informations sur le style de l'Église, son architecture, les dernières fouilles archéologiques qui ont eu lieu, les dernières restaurations. Parfois, on parle de la vie d'un saint ou d'un personnage illustre de l'Église. On fait des descriptions d'objets, de décors. Et puis de l'autre côté, sur d'autres supports, il y a des informations sur les activités paroissiales, les dessins réalisés lors du catéchisme, peut-être aussi des phrases symboliques imprimées en grand sur des panneaux. Mais souvent, les contenus sont trop denses, comme on peut le voir ici sur l'image. Il manque d'attractivité, de cohérence entre les différents supports qui sont dispersés dans l'Église, qu'il n'y a pas de scénario de fond. Et souvent, quand on visite une église et qu'on lit un peu les informations, le lendemain, on a oublié ce qu'on a lu, car les textes étaient trop longs, on manquait de hiérarchie et étaient peu ludiques. Donc, je pense que de manière plus récurrente, on pourrait faire appel à des historiens ou des historiens de l'art qui pourraient dégoter des petites pépites à raconter et mettre le patrimoine d'une église en perspective dans l'histoire à plus grande échelle, que ce soit l'histoire régionale, provinciale, nationale, internationale. Et une démarche qui est encore moins courante est celle de faire appel à des professionnels de l'exposition. Par exemple, les muséographes peuvent aider à adapter des textes trop compliqués en des textes plus accessibles pour des publics bien précis. Et ils peuvent aussi identifier ce qui fait la singularité d'un lieu et trouver des thèmes pertinents à aborder, des angles d'approche originaux.
Et ils peuvent aussi mettre en place toutes sortes de techniques pour permettre de mieux retenir les informations par des visuels, des jeux, des actions à réaliser pour activer du contenu, ouvrir des tiroirs, appuyer sur des boutons, etc. Aussi, de manière générale, dans les informations présentes dans les églises, on parle de faits, on n'entre pas dans des débats plus philosophiques. Pourtant, les visiteurs d'une église seraient peut-être intéressés de trouver des informations sur la définition du sacré, qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui, comment Dieu se manifeste-t-il pour les croyants, etc. Et ça pourrait susciter des questionnements et peut-être aussi de la curiosité de la part des non-croyants, et ainsi créer des lieux d'échange et peut-être de débats constructifs dans les églises entre croyants et non-croyants. Alors, pour accueillir du public, il faut également réfléchir aux moyens mis en place pour le faire, et ça commence dès l'extérieur de l'église. Donc, par exemple, grâce à un panneau d'accueil à côté de l'entrée, avec toute une série d'informations, les horaires d'ouverture, une note sur ce qui fait la singularité du lieu et sur les éléments patrimoniaux environnants, quelques photographies de l'intérieur si l'église est fermée, pour avoir un aperçu quand même de ce qui se passe à l'intérieur et peut-être donner l'envie de revenir. Alors, une fois qu'on entre dans l'église, le mobilier d'exposition et les dispositifs sont généralement assez discrets. Et effectivement, voilà, il n'est pas nécessaire de créer des mises en scène spectaculaires comme on peut le voir parfois dans des musées pour mettre en valeur du patrimoine, parce qu'ici, les objets sont déjà dans leur contexte originel. Néanmoins, on peut probablement faire mieux que quelques grilles d'exposition en métal pour présenter voilà, du contenu et des visuels. On peut par exemple créer des mobiliers un peu plus originaux, voilà, avec des supports d'information, créer des vitrines dans des meubles anciens, des tables inclinées adaptées à la lecture debout, avec un éclairage bien spécifique. On peut aussi créer des supports plus didactiques, des maquettes 3D, un plan de l'espace, faire un agrandissement photographique du détail d'un tableau ou d'une statue. On peut également mettre en valeur des objets bien spécifiques en les mettant sur une vitrine ou en socle, même s'ils sont encore utilisés au culte. On peut aussi rendre le visiteur actif en lui proposant de répondre à des questions, écrire un avis sur un sujet, en l'invitant à activer du contenu, comme je le disais avant. Voilà, ce sont toutes des petites astuces simples qui incitent le visiteur à s'attarder un peu plus longtemps à une source d'information. Il existe aussi les fameux QR codes qui permettent de transmettre beaucoup d'informations en occupant très peu de place. Mais voilà, personnellement, je ne suis pas très fan de cet outil. Déjà, il faut télécharger une application pour pouvoir scanner ces codes, et dans les campagnes, le Wi-Fi n'est pas toujours suffisant. Et puis voilà, je trouve que regarder un écran, ça déconnecte le visiteur de l'atmosphère du lieu. Mais bon, c'est très facile à faire. On peut générer des QR codes en 2 clics et ça ne coûte rien, à part peut-être un peu de temps. Alors, la gestion de l'éclairage aussi n'est pas à négliger. Elle peut induire un sens de visite, induire des arrêts à des endroits précis et mettre en valeur des objets. On peut aussi voilà, créer des documents d'accompagnement pour ne pas créer trop de dispositifs d'exposition. Alors, les églises, elles montrent aussi un intérêt et un sens de l'accueil pour le public, sans se cantonner spécifiquement aux fidèles, donc à travers l'animation de son patrimoine. Ça peut être des visites guidées par des bénévoles, par l'Office du tourisme, diverses associations de sauvegarde et d'animation du patrimoine, des associations diocésaines. Mais on peut également animer le patrimoine des églises par des jeux. Par exemple, à l'abbaye Saint-Maurice en Suisse, il y a un petit parcours jeu à récupérer à l'entrée de l'abbaye, voilà, pour que les enfants puissent recevoir une visite plus ludique. À Bussy-Saint-Martin, en Seine-et-Marne, une association locale qui ouvre l'église tous les dimanches
à rédiger un petit carnet pédagogique pour accompagner les élèves, les enseignants dans la compréhension de l'Église. Et puis, donc, un autre exemple, comme on le voit sur l'image de gauche ici, depuis décembre 2020, donc, le CIPAR a lancé le défi Jump for Heritage, qui invite celui qui le souhaite à se photographier en sautant devant une église et partager la photo sur les réseaux sociaux, donc avec le fameux hashtag. Et cette initiative a pour but de faire découvrir, redécouvrir et mettre en valeur le patrimoine religieux auprès d'un public plus jeune, sous une forme plus ludique et dans la bonne humeur. Il y a aussi le réseau donc Église ouverte, que vous connaissez probablement, qui organise différentes activités pour dynamiser les églises. Ça peut être un rallye pédestre, des circuits à vélo, des chasses au trésor pour les familles, des conférences, etc. Elle a aussi organisé un concours photo sur les représentations des animaux dans les églises et dont les images lauréates ont illustré une exposition itinérante donc, sur le thème du bestiaire dans les édifices religieux. Et donc, vous connaissez aussi probablement les journées Église ouverte, donc organisées par le réseau Église ouverte, où le temps d'un week-end, les églises adhérentes organisent des activités particulières pour animer le patrimoine. Alors, il existe aussi d'autres initiatives pour dynamiser les lieux, les édifices religieux. Il y a par exemple celle des ambassadeurs du patrimoine qui a commencé en 2005 en Meuse sur l'initiative de l'historienne de l'art Nanou Bouillet. Donc ça a commencé en été. Elle a eu l'idée de proposer aux adolescents de son village qui s'ennuyaient pendant les grandes vacances de venir dépoussiérer des objets dans l'église pendant qu'elle réalisait des visites guidées. Donc certains n'étaient jamais entrés dans une église. Et au fil du temps et des expériences, elle a mis au point une méthode pédagogique pour qu'ils deviennent à leur tour des guides pour leur église. Donc, elle a ainsi fondé le projet Jeunes ambassadeurs du patrimoine. Il consiste donc en une formation pour les adolescents de 13-18 ans qui les sensibilise au respect du patrimoine religieux, leur donne des bases élémentaires sur l'histoire et l'histoire de l'art pour pouvoir formuler des commentaires pertinents et les apprend aussi à accueillir et accompagner du public. Ils sont alors prêts à réaliser des visites de leur église aux habitants et aux visiteurs durant certains week-ends et vacances scolaires. Et donc, cette historienne de l'art, Nanou Bouillet, elle a rédigé pour ses adolescents un guide de formation qui aborde des notions de savoir et aussi de savoir-être, et qui peut être utile aussi à ceux qui seraient intéressés de reproduire cette initiative. Et voilà, aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, elle affirme que ces jeunes gagnent en éloquence, ils se sentent revalorisés, ils développent une envie d'apprendre, ils s'éveillent à la prise en main aussi de leur avenir et aussi se réapproprient leur patrimoine. Alors, une autre initiative qu'on voit ici sur la photo de droite, ça s'appelle C'est mon patrimoine, qui se déroule en France et qui est pilotée par la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture. Donc, l'idée, c'est de proposer, en dehors des périodes scolaires, toute une programmation culturelle dans les lieux patrimoniaux, dont les églises. Et ces activités sont à destination des enfants et des adolescents issus de quartiers prioritaires dans les villes et aussi en zone rurale. Et donc l'objectif ici est de développer une curiosité et des connaissances du patrimoine local et que les jeunes se réinvestissent ces lieux via des activités touristiques, manuelles, sportives près de chez eux. Ils peuvent par exemple profiter de visites théâtralisées, faire des jeux de piste, des lectures, des cours de danse, des pratiques des arts numériques, la réalisation de documentaires, des visites sensorielles. Il y a même aussi un atelier de création de projections de vidéos sur du patrimoine architectural. Et par exemple, à l'abbaye de Daoulas, il a été organisé l'atelier des photos et des mots. Il s'adressait à des jeunes mineurs isolés étrangers. Et donc, ils ont été accompagnés d'un photographe professionnel
et ils sont partis à la découverte de l'abbaye à travers l'apprentissage des techniques photographiques. Et certaines de ces créations ont ensuite été présentées dans une exposition itinérante à travers le Finistère. Donc cette activité, finalement, elle a permis à ces jeunes de bénéficier d'une prise de confiance en eux et aussi d'une reconnaissance sociale à travers cette exposition. Alors, on peut également se greffer à des événements annuels qui existent déjà. Donc, j'aimerais vous parler de la Nuit des Églises, donc, qui est un événement qui a lieu chaque été en France depuis 2011, où culte et culture se rejoignent pendant une nuit. Donc, c'est à l'initiative de la Conférence des évêques de France. Donc, les communautés paroissiales sont invitées à proposer une petite programmation dans leurs églises à destination des chrétiens et des laïcs. Donc, c'est l'occasion d'ouvrir des églises fermées, de faire redécouvrir les richesses patrimoniales qu'elles conservent sous une lumière différente et de montrer que la communauté chrétienne est vivante et visible. Puis c'est aussi l'occasion de se retrouver entre membres d'un village ou d'un quartier pour partager un moment de convivialité, de contemplation et de spiritualité aussi. Donc la programmation d'une église à l'autre est très variée. Les organisateurs font souvent preuve de beaucoup d'imagination pour faire vivre leur église durant cette soirée. Alors rien que pour l'édition 2019, j'ai pu relever beaucoup de propositions très variées. Donc, par exemple, une veillée aux chandelles, un escape game, une mise en scène lumineuse pendant la lecture d'un texte d'évangile, une visite libre en musique, une procession au flambeau, une illumination particulière des vitraux, un concert éclairé à la bougie, il y a même un concert de troupes de chasse, des chants méditatifs, il y a aussi eu la présentation d'un baptistère et de la démarche du baptême. Il y a souvent aussi un office des complis, des rallyes chapelles à vélo ou à pied d'église en église, des pique-niques ou des repas partagés autour de l'église ou même dans l'église, un verre de l'amitié, des projections de films, des lectures de contes, une chasse au trésor. Plus original, il y a eu aussi la reconstitution de l'adoubement d'un chevalier templier sur un fond musical médiéval. Il y a aussi eu un lâcher de lanterne, comme on peut le voir sur l'image, une montée au clocher, des ateliers de confection de bouquets de fleurs liturgiques. Voilà, il y a vraiment plein d'idées pour cette nuit des églises. Et souvent, la soirée se termine par un moment plus spirituel, une lecture de quelques textes d'évangile, des chants, des prières, des textes plus poétiques. Alors, après avoir parlé de la culture inhérente aux églises, on va parler de la culture donc, extérieure que l'on invite dans les églises. Donc, il est aujourd'hui plus surprenant de découvrir la présence d'une œuvre quand on entre dans une église, d'assister à un concert dans une cathédrale ou assister à une représentation théâtrale dans une chapelle. Et pourtant, au premier abord, les contraintes sont nombreuses, qu'elles soient symboliques, techniques, financières, juridiques. Voilà, ça peut refroidir de nombreux porteurs de projets. Et on peut se demander alors pourquoi les lieux de culte semblent-ils des nouveaux lieux privilégiés pour recevoir des activités culturelles. Certains craignent que le culturel finisse par prendre systématiquement le pas sur le cultuel. Et n'y a-t-il pas effectivement un risque d'y avoir un conflit d'intérêts entre ces deux fonctions pour un même lieu? Alors, affecter les églises à d'autres fonctions, est-ce que ce serait une mise en danger de la culture chrétienne, de son histoire passée et de son avenir? Alors, je pense qu'il est possible de concilier des activités cultuelles et culturelles, que des compromis sont possibles et que chacun peut en tirer des bénéfices et apprendre à vivre ensemble. En fait, finalement, cette séparation entre culte et culture, elle est propre à notre société
Et il existe bien d'autres civilisations qui ne distinguent pas les deux. Culte et culture sont vraiment liés. Il semble en tout cas que les pouvoirs ecclésiastiques soient généralement de plus en plus favorables à cette idée de partager les usages, si ça peut permettre d'aider les églises à rester debout. Alors, lors d'un colloque en 2013 sur les églises en région Bruxelles-Capitale, Monseigneur Jean Coquerolles préconise que les destinations à caractère social et à caractère culturel seront privilégiées. En 2018, lors d'un autre colloque sur le devenir des églises, l'évêque de Nancy déclare que vouloir maintenir sans discernement les très nombreuses églises communales sous le régime très strict de l'affectation, alors que nous ne pourrons pas en avoir un usage convenable, c'est les condamner à la ruine. Une grande partie du patrimoine religieux ne pourra pas être assumé par les communes. Et il ajoute qu'une autre voie serait donc un usage partagé de l'Église qui, sans mettre en cause son affectation première au culte, permettrait à l'édifice de rendre des services habituels à la population locale. Ce serait tout bénéfice pour la communauté chrétienne et pour la commune. Donc il faut être conscient aussi que ces activités culturelles, elles sont cadrées. Donc le Code du droit canonique prévoit que l'ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages, qui ne soit pourtant pas contraire à la sainteté du lieu. Et le clergé affectataire aura aussi toujours son mot à dire sur les activités qui sont proposées pour essayer que tout se passe dans le respect de chacun. Alors, il faut savoir que depuis l'époque paléochrétienne, depuis les débuts des églises, l'Église catholique a toujours entretenu un lien particulier avec l'art. Elle fut pendant longtemps un des commanditaires principal pour les artistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut admirer dans les églises la succession des styles artistiques, que ce soit dans l'architecture ou le mobilier. Alors pourquoi la culture actuelle n'y aurait plus sa place? Alors lors du Concile Vatican II, l'Église a officiellement reconnu l'importance qu'elle accorde au travail des artistes. Elle dit: aujourd'hui comme hier, l'Église a besoin de vous et se tourne vers vous. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté. Souvenez-vous que vous êtes les gardiens de la beauté. Les arts sont donc considérés comme un moyen de représenter le divin à travers la beauté. Mais après, moi, je pense personnellement que la vocation de l'art va bien au-delà de ça, qu'il ne faut pas la réduire à la simple fonction de représenter le beau. Et effectivement, c'est souligné par l'abbé Michel de Theu. Il a souligné ce 13 mars dernier, donc c'est très récent. Donc, il a, dans le cadre des actions Still Standing for Culture, l'abbé Michel Theu et le réalisateur Luc Petit ont organisé un spectacle en direct, donc sans public évidemment, à l'église Saint-Pierre de Huy pour défendre la culture et montrer qu'elle est toujours vivante malgré les restrictions qu'elle subit. Donc il y avait des danseurs, des comédiens, des conteurs, des circassiens. Ils se sont retrouvés pour offrir un spectacle poétique, féerique et teinté d'un peu de cynisme aussi. Et ce qui est important ici, c'est que lors de son mot d'accueil, l'abbé Theu s'est adressé à tout le monde en disant: ce matin, nous conjuguons un lieu symbolique, une église, elle aussi veuve de ses fidèles, et une création poétique, car culte et culture ont la même racine et la même finalité: élever les cœurs, donner, incarner du sens. Et en s'adressant en particulier aux artistes, il termine son discours en disant: soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Donc pour moi, ce discours, il est chargé d'une symbolique très profonde. Culte et culture ont la mission commune de donner du sens, que ce soit par la spiritualité ou par l'art. Et au final, la spiritualité et l'art sont finalement très proches. Alors l'art contemporain, il s'est installé dans les églises dans un premier temps à travers l'art du vitrail, donc dans les années 50. L'Église, elle voulait surtout se renouveler et montrer qu'elle s'intéressait à l'art de son temps.
On invite aussi les artistes à concevoir, par exemple, l'entièreté d'un mobilier ou du programme iconographique d'une église. Donc, comme ici, ce fut le cas à la chapelle du Rosaire de Vence, qui était décorée par Matisse. Mais voilà, certains craignent à ce moment-là que les églises deviennent des galeries d'art qui sont monopolisées par des artistes laïcs et que, voilà, pardon, je perds ma phrase. Donc, ils ont peur que les églises deviennent voilà, des galeries d'art. Alors, ça ne posait pas de problème quand les artistes faisaient une proposition d'art abstrait, car le non figuratif évite de rentrer dans des débats sur l'incohérence avec le message chrétien, et il permet aussi de se détacher de l'art triomphaliste d'avant, voilà, pour se rapprocher d'un art plus spirituel, presque immatériel. Alors, à partir des années 80, l'art dans les églises passe surtout par des commandes d'État ou d'autres élus politiques, et ça se fait rarement à l'initiative d'une communauté paroissiale ou d'une commune. Donc, si l'objectif, c'est de donner de la visibilité aux églises catholiques et de mettre en valeur un patrimoine, l'objectif à ce moment-là, c'est aussi de donner de la visibilité aux artistes nationaux et internationaux. Et même, voilà, s'ils signent une charte avec le clergé affectataire, souvent on leur donne carte blanche. Donc certains vont faire des propositions très minimalistes pour ne pas prendre de risques, et d'autres y vont profiter, voilà, pour être un peu plus provocateurs. Donc voilà, je vais donner quelques exemples qui ont fait polémique pour essayer, voilà, de comprendre. Donc ici, sur la première image qu'on voit, c'est une intervention qui a eu lieu entre 1999 et 2004 par l'artiste Claude Ruteau. Donc ça se passe en Isère, en France. Donc au départ, il était simplement question de trouver des fonds pour restaurer la peinture de l'intérieur du bâtiment, mais un conseiller de la DRAC, donc de la Direction régionale des affaires culturelles, il a entendu parler de ce projet et il propose d'entreprendre un projet plus ambitieux avec un renommé. Donc, alors sont impliqués le ministère de la Culture, la municipalité, le conseil général, le conseil régional, etc. Et les paroissiens sont mis de côté. Pour réaliser son œuvre, l'artiste a peint le chemin de croix de la même couleur que le mur, donc on le voit d'ailleurs à peine sur l'image. Il a couvert les statues d'un drap et il a décoré les jours avec des stores de couleurs primaires. Et les paroissiens ne partagent à peu près aucune de ces idées de l'artiste, qui lui s'est concentré sur l'objectif, voilà, d'une commande politique et sans prendre en compte la spécificité. Donc, un autre exemple, ici en 2006, à l'occasion du festival des Nuits Blanches à Paris, l'artiste Philippe Perrin a en quelque sorte piégé les paroissiens par une ruse. Donc, sa stratégie, c'était de créer une œuvre dont le sujet s'accordait, voilà, avec la tradition chrétienne. Il l'a enveloppé dans le discours allant, voilà, dans le sens des chrétiens, mais l'aspect visuel contredit ce discours. Donc, son œuvre est intitulée Heaven, Paradis, et elle était installée dans le cœur de l'église. Donc, c'est déjà très étonnant qu'il y ait voilà, une intervention dans le cœur. Donc, on va représenter une couronne d'épines géante, embarbelée, posée sur le sol. Et pour les paroissiens, cette œuvre évoquait la passion du Christ. C'était une manière de montrer que le Christ assumait ses souffrances. Mais en réalité, les dimensions de la couronne et le fait de la poser au sol, c'est un peu une manière de tourner en ridicule cette scène et faire comprendre que le Christ était devenu une idole pour les chrétiens, voilà, plutôt qu'un symbole d'espoir. Donc c'est une œuvre tout à fait ironique, surtout le fait de l'appeler paradis. Mais voilà, en tout cas, cette œuvre aura permis à l'artiste d'augmenter sa cote sur le marché de l'art. Alors, un autre exemple ici, c'est en 2007 à l'église Saint-Eustache à Paris. Donc là, c'est une œuvre de l'artiste Kiss Witter qui, en fait, elle entravait le déroulement des cérémonies religieuses. Elle était donc placée à l'entrée de la nef
Donc, elle représentait une sorte de herse métallique géante de 6 mètres de haut qui avait pour but de dialoguer avec les tuyaux de l'orgue. Mais voilà, elle perturbait les passages des cortèges funéraires, des mariages et des flux de fidèles qui assistaient aux messes. Donc ici, l'usage cultuel, il était délaissé au second plan. Et donc ces exemples ne reflètent évidemment pas l'entièreté des débuts de l'art contemporain dans les églises, mais ils ont quand même marqué les esprits et ils ont développé une certaine méfiance lorsqu'un artiste réalise une installation dans une église. On peut donc se demander pourquoi le clergé a continué d'accepter d'ouvrir les églises aux artistes. Alors pour chaque événement qui est proposé dans une église, le clergé affectataire a le droit d'accepter ou non la proposition et il peut accepter pour voilà, différentes raisons. Par exemple, pour avoir de nouveaux supports de réflexion. Ça peut être aussi le devoir d'hospitalité, d'accueil de l'autre, être ouvert à l'art de son temps, interpeller de nouveaux publics, ou même pour bénéficier voilà, de subventions supplémentaires, par exemple pour la restauration d'une église. Mais voilà, le clergé peut aussi tout à fait refuser s'il estime que l'artiste ne répond pas au cahier des charges qu'il aura établi. Et en général, si la collaboration ne fonctionne pas, c'est par un manque d'écoute des deux parties et un manque d'écoute des paroissiens aussi, comme on l'a vu, et un manque de prise en compte du contexte et de la spécificité des lieux. Alors, lors du colloque Une église, un potentiel, quel projet qui s'est tenu à Caen en 2019, un des intervenants a suggéré de mettre en place un médiateur pour coordonner et faciliter les démarches lorsqu'un artiste ou toute autre personne souhaite organiser un événement culturel dans une église. Et voilà, pourquoi pas voilà, proposer à un médiateur de faire ça. Même, voilà, je ne vois pas très bien qui pourrait être suffisamment neutre pour avoir ce rôle-là, mais je pense que voilà, c'est peut-être une réflexion à mener. Alors, on va parler aussi des collaborations réussies. Donc, aujourd'hui, finalement, ces exemples sont devenus assez rares. On dirait qu'il y a une compréhension de chacun qui s'est installé pour pouvoir voilà, réaliser des projets porteurs de sens et au bénéfice de tous. Les artistes sont d'ailleurs en général très enthousiastes à l'idée de créer une œuvre d'art dans une église. Ça représente un défi singulier d'occuper des volumes souvent importants, de respecter les fonctions et la symbolique du lieu et ses usagers, tout en faisant voilà, des propositions originales et pertinentes, de composer avec le patrimoine qui est parfois classé. Et donc, ces lieux accueillent aussi des publics que les artistes n'ont pas nécessairement l'habitude de toucher. Alors, il peut être proposé à des artistes donc, de réaliser des œuvres de manière ponctuelle, par exemple à des temps forts du calendrier liturgique. Donc ici, par exemple, à l'occasion du temps de Pâques, l'artiste Pierre de Batty a réalisé une série de grandes toiles appelées dévoilements de lumière à la cathédrale Saint-Michel-Gudule à Bruxelles. Dans un style abstrait, les toiles s'éclaircissent petit à petit en direction du chœur pour faire allusion à la résurrection. Et donc, lors des messes de Pâques, le prêtre a invité l'assemblée à observer ces toiles qui étaient vraiment devenues un support de réflexion pour son homélie. Et effectivement, pour l'artiste Pierre de Batty, la prise en compte du lieu qu'il occupe est vraiment primordiale dans son travail, car il a l'habitude de faire des créations pour des lieux chargés de public. Par exemple, il avait déjà travaillé pour les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Et vous avez peut-être vous-même assisté durant le temps de Noël à la tournée de spectacle Noël des cathédrales, organisée par l'ASBL Nocturnal, qui est composée donc, du prêtre Michel Theux, dont j'ai parlé précédemment, et du metteur en scène Luc Petit. Et donc, ce spectacle, il raconte des contes de Noël à travers des textes qui mêlent inspiration biblique
et fantastique dans des décors monumentaux, féeriques et poétiques, animés par des musiciens, des danseurs, des acrobates, des comédiens, des jongleurs. Il y a aussi des technologies comme le vidéomapping et des projections laser qui viennent dessiner et sublimer les détails architecturaux. Et donc ces spectacles, ils prennent vraiment possession des lieux le temps d'une soirée et ils mêlent art et spiritualité avec la conviction de valoriser le patrimoine religieux et parler aussi du message chrétien dans la culture d'aujourd'hui. Donc le sujet des spectacles est tout à fait cohérent avec le lieu. Donc on peut aussi découvrir de l'art et la culture dans les églises à l'occasion d'événements publics comme les festivals et les biennales d'art. Et comme les églises disposent d'un grand espace, souvent au cœur de quartiers animés, ce sont des lieux prisés pour accueillir des œuvres de grande envergure et une grande foule de curieux. Donc il existe par exemple ici le Festival de la Nuit Blanche. C'est un événement annuel qui a lieu un peu partout en Europe et même dans le monde, où durant toute une nuit, il y a des manifestations artistiques qui ont lieu gratuitement dans l'espace public et privé. Donc, lors de la première édition à Paris en 2002, il n'y avait qu'une seule église qui était prévue comme lieu d'exposition. Et chaque année, le nombre d'églises investies augmente. Et en 2009, par exemple, sur les 17 lieux d'exposition, 13 étaient des églises. Et donc, le diocèse de Paris a d'ailleurs fini par devenir un partenaire officiel de l'événement. Donc, ça peut aussi être un événement récurrent à l'initiative non pas des pouvoirs publics et religieux, mais d'une association. Donc, l'exemple ici, c'est dans le Morbihan, en Bretagne. L'association L'Art dans les Chapelles organise des expositions d'art contemporain dans les chapelles du territoire. La plupart datent du XVe et du XVIe siècle, et elles sont toutes encore sacralisées. Donc, cette idée est partie de la volonté d'animer ce riche patrimoine et encourager les artistes à dialoguer avec ces espaces. Donc, il n'y a pas de restriction dans les médiums tant qu'ils ne laissent pas de traces, donc les chapelles puissent être remises exactement à l'état après le festival. Et donc, ce festival fonctionne particulièrement bien parce que les organisateurs, ils ont tissé des liens avec de nombreux partenaires, que ce soit des partenaires publics, la région, les départements, des partenaires médias, par exemple avec une radio locale, des partenaires régionaux, l'Office du tourisme, et aussi des partenaires du secteur artistique, donc par exemple l'association Art Contemporain en Bretagne. Et tous les bénéfices de cet événement ont notamment permis de restaurer de nombreuses chapelles du Morbihan, qui en comptent beaucoup, environ 700. Alors, ces événements dans les églises peuvent aussi être à l'initiative d'une personne. Ça peut être une initiative isolée, sans occasion particulière. Donc ici, c'est durant l'été 2019. Une exposition s'est déroulée dans l'église romane du petit village de Xignès, près d'Amoir. Elle a été organisée par l'ASBL Lieux communs. C'est un opérateur d'art contemporain qui privilégie les lieux patrimoniaux et les espaces publics atypiques pour faire découvrir l'art contemporain au public. Alors ici, le souhait, c'était vraiment d'inviter à la contemplation du lieu et des œuvres et d'être à l'écoute du silence. Et le lien entre les artistes exposants et le lieu était vraiment très important dans le cadre de cette exposition. Plusieurs artistes ont vraiment pris le temps de s'imprégner du lieu pour que les œuvres puissent faire écho à l'architecture et à la symbolique de l'édifice. Et l'intégration des œuvres était tellement bien faite qu'au final, on ne savait plus quelles étaient les œuvres qui étaient celles de l'exposition et celles qui étaient initialement dans l'église. Donc, voilà, maintenant qu'on a vu des exemples donc, où le cultuel et le culturel s'associent de manière ponctuelle, donc sur des temps courts. Il existe aussi des exemples, mais moins nombreux, d'usages partagés, plus pérennes.
où les églises deviennent alors des sortes d'espaces hybrides entre les activités cultuelles et culturelles. Et donc les espaces qui servent au culte peuvent être d'une part délimités par la délimitation d'un périmètre, par exemple un paravent qui cache le chœur où se déroulent les cérémonies religieuses, ou bien les espaces ne sont pas du tout séparés et voilà, ils ne sont pas différenciés et ils cohabitent en harmonie. En tout cas, dans tous les cas, le prêtre reste l'affectataire de l'ensemble du lieu et donc il a toujours son mot à dire sur ce qui se passe dans son église. Alors, à Cologne, on peut voir ici sur les images, l'église paroissiale de Saint-Pierre accueille la Kunststation, la station d'art. Je pense que c'est un des exemples les plus anciens de collaboration aussi concrète entre le cultuel et le culturel, et dont la formule a été la plus poussée, la plus exploitée. Donc la Kunststation, c'est un centre d'art contemporain donc qui dialogue entre l'art, la musique, l'architecture et la religion. Et l'initiative a commencé en 1987. Et elle a continué d'évoluer et de se développer depuis, particulièrement depuis l'année 2000, quand l'église a été restaurée en un très grand espace blanc qui fait finalement penser à une galerie d'art, et où les bancs et les chaises sont installés seulement pour les cérémonies religieuses, et le mobilier est aussi très restreint. Donc comment ça fonctionne ? Donc, à la tête de la Kunststation, il y a un comité de consultation qui est composé du clergé affectataire, de théologiens, de directeurs artistiques, de conservateurs et d'historiens de l'art. Donc, ce comité s'occupe de concevoir une programmation culturelle qui consiste donc en des expositions, des conférences, des rencontres avec les artistes, des résidences d'artistes, des performances, des concerts. Ils organisent aussi des excursions dans des musées et des églises ailleurs en Allemagne. Et ils font aussi des publications à propos de toutes ces manifestations qui sont éditées dans des catalogues. Et donc ce comité est aussi chargé de sélectionner les artistes, cadrer les axes de leur travail et les accompagner dans leur production. Mais on leur accorde quand même une très grande liberté et l'important, c'est vraiment de dialoguer avec eux. Et voilà, le comité collabore aussi avec des musées, des institutions artistiques et des galeries pour créer cette programmation. Et l'objectif de cette station d'art, c'est de se servir de l'art comme un support de réflexion pour se questionner sur les relations qu'on entretient avec le monde, avec les autres. Et lors des messes qui ont lieu chaque dimanche, le célébrant s'inspire des œuvres qui sont présentes dans l'Église pour nourrir son discours et croiser les questions que pose la Bible et celles que posent les artistes. Donc Guido Schlimbach, le théologien et directeur de la station d'art, souligne que l'intérêt de l'art, ce n'est pas simplement d'apporter une esthétique, un lieu, ou de traduire la beauté du divin, mais l'art a aussi pour ambition d'exprimer la souffrance, de bousculer les habitudes et encourager le questionnement. Indirectement, il espère donc que cette initiative soit une sorte de laboratoire pour encourager d'autres personnes à créer des nouveaux liens entre le cultuel et le culturel. Alors, un autre exemple d'usage partagé pérenne que je trouve particulièrement exemplaire, c'est celui de la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodoigne, dans la province du Brabant wallon, du Hainaut, donc qui a été construite au XIVe siècle. Donc l'histoire a commencé dans les années 80. La chapelle était de moins en moins fréquentée, mais voilà, des bénévoles tentaient quand même de convaincre les autorités publiques d'entamer des restaurations. Et les amis de la chapelle essayaient d'animer le lieu par des visites guidées, des expositions pour attirer l'attention sur l'importance de la restauration de la chapelle. Et en 1999, elle est finalement inscrite sur la liste des biens menacés de Wallonie. Et donc, ça a continué à relancer les débats sur la nécessité de la restaurer. Et donc, la question de la désaffectation du lieu a été mise sur la table, mais elle a été rapidement écartée car il y avait une communauté catholique
qui était quand même toujours actif dans ce lieu. On a donc décidé d'en faire un lieu hybride, donc qui accueille des activités liées au culte et des activités culturelles et touristiques. Alors, se sont réunis autour de la table la Fabrique d'église, la ville de Jodoigne, la province du Brabant et l'Institut du patrimoine wallon pour former un comité de gestion. Et donc, l'Institut du patrimoine wallon, il a proposé donc, à ces différents acteurs de signer une convention de partenariat pour que chacun se répartisse les usages de la chapelle. Donc, en 2008, les travaux de restauration et donc les divers aménagements sont finalement entamés. Et en 2011, la chapelle est à nouveau accessible. Donc, il a été décidé qu'elle soit partiellement désaffectée, c'est-à-dire que seul le chœur est encore sacralisé, et on y a aménagé un petit lieu de recueillement pour accueillir la messe qui a lieu chaque jeudi. Et en ce qui concerne le culturel, la particularité des équipements ici, c'est l'installation d'une tribune télescopique motorisée d'une capacité de 100 places, qu'on voit au fond de la photo, d'une scène de 6 mètres contre les murs de la nef pour y accrocher des tableaux, des œuvres d'art, et aussi tout un équipement technique, son, lumière, avec des prises, voilà, pour pouvoir organiser des activités culturelles. Et le Jubé accueille aussi 40 places assises supplémentaires. Donc, on peut déjà organiser des activités avec un certain nombre de publics. Et donc, il y a toute une programmation culturelle avec des spectacles, des concerts, des expositions qui est mise en place, et elle est gérée par le Centre culturel de Jodoigne. Et donc, on peut dire que c'est une réussite, car les Jodoignais sont contents de retrouver leur chapelle qui est restaurée, et les amateurs de manifestations culturelles y trouvent aussi leur compte. Donc en 2013, ce projet a même été récompensé par le jury des Europa Nostra Awards en 2013 avec la mention suivante: projet avec une contribution exceptionnelle à la conservation et à la valorisation du patrimoine qui ont été reconnus et appréciés par le jury. Et l'originalité de la proposition a aussi engendré de la générosité de la province du Brabant wallon qui a ajouté 500 000 € pour les équipements culturels aux 5% prévus pour la restauration. Donc voilà, que demander de plus. Et donc je vais terminer par dans ce dernier chapitre, une nouvelle vie pour les églises désacralisées. Donc, dans certains cas, ce n'est pas tenable de vouloir à tout prix garder l'affectation cultuelle d'une église s'il n'y a plus de communauté pour la faire vivre. Que faire alors de ces lieux désertés? Pour éviter au maximum une destruction totale ou partielle ou une désacralisation, il convient de réfléchir à une nouvelle affectation du lieu pour assurer sa conservation tant que possible. On peut alors s'inquiéter du sort de ces lieux. Il arrive parfois que ces lieux soient investis par des projets, on va dire, surprenants, qui semblent incohérents avec l'esprit du lieu, comme une boîte de nuit, un garage, un magasin, une salle de fitness. J'ai aussi trouvé toutes sortes d'exemples. Mais bon, ils sont finalement assez rares. Lorsqu'une vente d'une église a lieu, les élus et les autorités ecclésiastiques ils vont tenter généralement de s'accorder à céder les lieux pour un projet qui soit rentable en y faisant un hôtel, des appartements, soit au service de la population, ou en tout cas faire en sorte que les transformations ne défigurent pas l'édifice. Donc, dans le cas d'une réaffectation, le Code du droit canonique de 83 stipule que si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant. Donc c'est pourquoi souvent dans les monuments religieux, ils sont reconvertis en espaces culturels car ça semble être un des usages les plus convenants. Et lors d'un congrès en 2018 qui a eu lieu à Rome sur la désaffectation des églises, le pape a mis également l'accent sur l'importance de donner une place au social et au caritatif à ces nouvelles affectations. Et le journaliste du patrimoine religieux Benoît de Sagazan, il s'étonne qu'en fait, il n'y ait pas plus de projets à dimension sociale dans les églises, alors qu'en Allemagne ou en Italie, on organise des repas solidaires dans la nef,
ou en Angleterre, on va par exemple organiser des cours d'alphabétisation. Et au final, être au service des autres font partie des valeurs chrétiennes. Alors, une des premières options de reconversion à laquelle on pense souvent, c'est celle d'un musée. Alors, les musées sont en effet des lieux publics qui ont des missions de conservation, d'études et de valorisation du patrimoine, mais aussi d'éducation par la culture. Aussi, lorsqu'on franchit l'entrée d'un musée traditionnel, on a une sorte de respect naturel pour les lieux, on baisse la voix, on évite de courir, on ne touche pas à tout. Et donc, pour ces raisons, l'idée de faire un musée dans une église, en général, c'est bien accepté par la population. Et puis, le volume disponible et les qualités architecturales des églises peuvent vraiment être un atout qui s'y prête particulièrement bien. Donc ici, l'exemple qu'on voit à l'écran, c'est à Rouen. C'est le musée Le Sec des Tournelles, qui est un musée de ferronnerie installé dans une ancienne église. Donc là, c'est la ville de Rouen qui a acheté l'église pour y installer les collections. Et ce musée abrite pas loin de 16 000 objets avec des grandes pièces comme des grilles, des rampes d'escalier, et aussi des collections plus petites comme des serrures, des instruments scientifiques ou des bijoux. Et dans ce cas-ci, je trouve que les collections et l'architecture du lieu dialoguent particulièrement bien. Enfin, il y a une esthétique vraiment très belle dans cet exemple, je trouve. Alors, la Maison de la Création, qu'on voit à l'écran, c'est un centre culturel au nord de Bruxelles, qui se répartit sur 4 lieux, dont l'ancienne église Saint-Nicolas de Neder-Overbeek, qui offre un grand espace pour accueillir les activités de groupe. Donc, c'est devenu un lieu d'expression, de rencontre et d'échange entre les habitants, où on apprend à vivre ensemble, malgré la grande diversité culturelle de ces quartiers. Et en fait, l'idée était partie d'un réseau associatif et d'un collectif d'artistes dont la volonté était de mettre en place des projets socio-artistiques pour faire face à la dégradation des relations qu'il y avait entre les différentes communautés du quartier et les décalages de génération aussi. Et donc, les pouvoirs publics, la ville de Bruxelles, la Commission communautaire française et la Fédération Wallonie-Bruxelles, en voyant que ce projet fonctionnait bien, ils ont soutenu l'initiative pour encourager cette cohésion sociale à travers des activités artistiques. Alors, une initiative atypique et vraiment en lien avec son territoire, c'est celle du Conservatoire des traditions meusiennes, dans l'ancienne église de Billemont en Meuse. Billemont, c'est un petit hameau qui était au XXe siècle une cité où logeaient les ouvriers des fours à chaux de l'usine sidérurgique locale. Et donc, la chapelle du village appartenait à la société sidérurgique qu'il a ensuite cédé à l'association diocésaine quand elle a arrêté ses activités. Mais voilà, par manque d'entretien, elle s'est finalement dégradée. Et un beau jour, elle a reçu un regain d'intérêt de manière assez improbable grâce à la fille du maquettiste des vitraux de la chapelle qui faisait des recherches sur ces vitraux qui sont assez exceptionnels comme on peut le voir. Donc elle a permis de relancer la volonté de sauver ces vitraux de l'abandon. Sauf que pour restaurer ces vitraux, il fallait restaurer toute la chapelle en fait. Et comme toujours, ça demande beaucoup de budget. Donc, la chapelle a d'abord été désacralisée et puis achetée pour €1 symbolique au syndicat intercommunal qui souhaite alors la transformer en un espace à vocation culturelle et touristique et qu'il devienne un moyen de communication pour la mise en valeur du territoire. Et ça a permis un soutien financier par l'État, la région, le département et la Fondation du patrimoine, et aussi d'un député qui a été séduit par le projet. Et donc, on a réhabilité la chapelle, on l'a restaurée, on a nettoyé les vitraux, intégré un local technique, un bureau pour la gestion du lieu, des sanitaires. On a aussi réalisé des aménagements pour l'acoustique, pour l'accessibilité, et on a aussi ajouté une petite estrade pour les représentations artistiques. Et donc, en 2016, l'espace a été inauguré. Il est devenu un lieu de conservation de l'histoire du village et ses fours à chaux.
Et donc l'exposition d'inauguration portait d'ailleurs sur l'histoire des fours et à chaud, des personnes qui ont travaillé et aussi sur les vitraux de cette chapelle. Mais voilà, on compte y organiser d'autres expositions temporaires grâce au fonds documentaire qui est conservé, mais aussi des concerts, des représentations théâtrales. C'est aussi devenu un lieu d'accueil pour les temps festifs du village et un lieu d'accueil pour les activités des associations locales. Donc, pour gérer toutes ces activités, il y a un comité scientifique qui a été mis en place pour travailler avec le propriétaire, donc le syndicat intercommunal, pour valider chaque événement et vérifier qu'ils sont en accord avec les vocations du lieu. Et en tout cas, on peut dire que ce projet est une réussite car il a permis de préserver la mémoire du village, mais aussi de lui redonner une âme, un dynamisme et une convivialité qui s'était perdue au fil des années. Alors, un autre exemple ici, c'est le phare de Tourcoing, dans l'ancienne église Saint-Louis. C'est un projet vraiment à beaucoup plus grande échelle, que je trouve particulièrement exemplaire en termes de créativité. C'est une sorte de centre culturel indépendant qui mêle préservation et valorisation du patrimoine, lieu de rassemblement, d'échange, de partage des savoirs et des savoir-faire. C'est un laboratoire à idées et aussi un lieu de dégustation de bière. Donc, c'est vraiment un lieu tourné vers l'avenir et qui est conscient surtout des enjeux actuels. Il mérite donc vraiment qu'on s'y intéresse de près. Et donc, l'initiateur du projet, Sylvani O'Haro, lui, il est charpentier et couvreur et aussi compagnon du devoir. Donc, l'histoire, elle a commencé en 2009, quand il a racheté l'église pour la somme de 20 000 € pour la sauver de son effondrement. Elle était en fait fermée depuis plusieurs années et destinée à la démolition à cause de son état de dégradation très avancé. Et donc, ce charpentier, il a d'abord aménagé son logement, et puis il a aménagé son atelier et installé son entreprise qui rénove et restaure l'église, vraiment avec le souci de préserver au maximum l'édifice. Donc, cet espace peut à tout moment redevenir un lieu de culte si nécessaire. Alors, la rénovation de cette église, elle est portée par un chantier de réinsertion pour les jeunes en décrochage scolaire, en leur faisant découvrir les métiers manuels. Donc, Sylvani souhaite leur redonner des projets d'avenir par l'apprentissage d'un métier manuel. Donc, ces jeunes sont accompagnés par d'autres compagnons du devoir qui savent transmettre de manière pédagogique leur savoir, leur savoir-faire et aussi leur savoir-être. Et donc, l'aménagement du lieu se divise en plusieurs parties. Un des bas-côtés est consacré donc à l'atelier pour la formation de ces jeunes. Dans l'autre bas-côté, il y a 2 étages où sont prévus un espace de travail avec des bureaux. Il est prévu aussi d'y installer un magasin artisanal pour vendre les produits locaux, dont la bière qui est brassée sur place et dont tous les bénéfices sont directement réinjectés dans le projet. On y trouve aussi un café culturel où on accueille les artistes et les visiteurs après un événement pour favoriser les échanges. Il y a aussi un café pédagogique pour accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir et leur proposer aussi des formations. Et dans la nef se déroulent là les activités publiques comme des expositions, concerts coussins, des spectacles, des rencontres diverses, des cours de danse, des cours de yoga, des ateliers pédagogiques, des résidences d'artistes. Il y a aussi des chambres d'hôtes dans le clocher avec vue panoramique qui sont en cours d'aménagement. Et donc, l'animation du lieu, elle est prise en main par l'association L'Essence et l'Essence du lieu. Donc, c'est une équipe de bénévoles de toute confession qui collabore avec le centre social du quartier pour créer du lien entre les habitants du quartier en offrant une programmation culturelle accessible à tous. Et donc, cette église accueille également le Phare Lab. Je pense que c'est un concept totalement unique. Il se base sur le principe des Fab Labs. Les Fab Labs, ce sont des ateliers où l'on expérimente et on fabrique des prototypes d'objets, des gadgets, des technologies. Et l'idée, c'est de travailler dans des espaces collectifs
entre particuliers et entreprises pour partager son savoir, son savoir-faire et stimuler la créativité. Et donc, dans le cas du Phare Lab, l'objectif, c'est de créer un laboratoire de réflexion et d'expérimentation pour la préservation et la reconversion d'autres églises désaffectées et aussi de redéfinir le rôle des églises. Et donc, Silvani, le charpentier, lui, il est parti du constat que oui, des personnes veulent préserver ces édifices, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, le Phare Lab, il est là pour les accompagner, pour les conseiller et aussi leur redonner une motivation. Et ce laboratoire citoyen, il est régi par une équipe pluridisciplinaire composée d'un réseau de praticiens de l'urbanisme, des sciences sociales, de l'architecture, des sciences politiques et bien d'autres encore. Il travaille aussi avec les étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, comme on le voit ici sur la photo de droite, par exemple, pour réaliser des maquettes de projets de reconversion d'églises. Et les étudiants eux-mêmes font aussi des propositions pour réaménager ces églises, les réaffecter. Donc l'équipe du Phare Lab réalise aussi des inventaires des autres lieux de culte réaffectés, voilà, pour voir un peu les différentes solutions qui existent, et susciter la réflexion. Et elle organise aussi des ateliers d'urbanisme pour imaginer des nouveaux usages dans ces lieux de culte, par la création de maquettes, de plans 3D. Ils utilisent aussi des outils très innovants comme la réalité virtuelle pour s'imaginer dans les différents projets voilà, qu'ils mettent sur la table. Et donc, pour chaque projet de reconversion d'édifices religieux, Silvani a en tout cas la conviction que ces lieux doivent rester et devenir des espaces de sociabilité ouverts à tous. Et donc ce projet à l'église Saint-Louis de Tourcoing a permis de redynamiser tout un quartier qui était presque autant à l'abandon que son église. Et il est aussi devenu un modèle en termes d'activités culturelles, pédagogiques et économiques, en lien vraiment avec son territoire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait l'unanimité. La sauvegarde de ce bâtiment cultuel a permis de redonner vraiment un élan de partage et de solidarité qui sont finalement des valeurs chrétiennes, et donc en totale cohérence avec le lieu, malgré sa désaffectation. Alors, donc, je partage vraiment ces réflexions de Silvani, dans le sens où, pour sauvegarder les églises, je pense qu'il est nécessaire de les ouvrir aux fonctions culturelles, sociales, mais également les positionner comme vraiment des atouts qui peuvent répondre à d'autres besoins d'intérêt public. Et lorsqu'on réfléchit au devenir d'une église, plus on réfléchit à une échelle géographique plus large que celle d'un village ou d'un quartier, plus les besoins auxquels l'église peut répondre se multiplient. Il est donc vraiment important de tenir compte du territoire dans sa globalité pour formuler la réponse la plus juste et la plus adaptée au lieu. Aussi, je pense que construire de nouveaux équipements publics alors que les prix des terrains voilà, ne font qu'augmenter, je pense qu'il est intéressant d'affecter les églises voilà, de nouvelles fonctions pour répondre à la logique du développement durable aussi en réinvestissant des édifices déjà existants, plutôt que les détruire et reconstruire d'autres bâtiments à la place. Donc les églises sont en quelque sorte une sorte de ressource locale. Préserver ces bâtiments permet également de préserver l'identité d'un village, même si on donne d'autres fonctions à ce bâtiment. Et la plupart du temps, les églises sont situées au centre du village, d'un quartier. Elles ont donc vraiment un réel potentiel de redynamisation des villages, de rassemblement des habitants pour lutter, par exemple, contre les villages dortoirs. Donc, il y a de plus en plus d'exemples où on fait vraiment revivre une église, où on allait au-delà qu'un projet de salle d'exposition ou salle de concert. Voilà, j'ai par exemple recensé dans des églises un amphithéâtre, une bibliothèque communale, une salle de réunion pour des associations, une crèche, une épicerie qui vend des produits locaux, une épicerie solidaire, un restaurant, une salle d'études pour les étudiants en blocus, une brasserie, une cave à vin, une salle de sport, des logements sociaux, une maison de retraite, un columbarium, une école de design, une salle d'escalade, une école de cirque. Voilà, des exemples, il y en a beaucoup.
Et donc, en final, dans ces différents exemples, il est rare que la nouvelle affectation ne respecte pas l'architecture du lieu. Souvent, les architectes prévoient des structures indépendantes de l'enveloppe architecturale qui peuvent être facilement démontées pour que l'église puisse vraiment retrouver sa fonction cultuelle au besoin. Donc peut-être que l'on pourrait imaginer faire cohabiter les fonctions cultuelles avec ces autres fonctions d'utilité publique, en fait. Ça pourrait être une solution pour éviter l'abandon et la démolition de ce patrimoine. Alors un autre exemple un peu loufoque se situe à l'église de Sainte-Élisabeth de Warwick, au Québec cette fois, où des fromagers ont installé dans la nef une salle d'affinage pour leur fromage. Et ils ont préservé un petit oratoire dans le chœur pour que le culte puisse continuer à avoir lieu. Et au-dessus de la nef, il a été aménagé un espace, une grande salle, pour accueillir les plus grandes célébrations religieuses et les groupes scolaires qui viennent visiter la fromagerie. Et alors, chaque été, tous les vendredis, la fromagerie organise des pique-niques de dégustation. Donc, chacun apporte sa chaise et une petite table pour une dégustation sur le parvis de l'église, dans une ambiance très conviviale et bon enfant. Et finalement, le fromage local fait partie du territoire, c'est du patrimoine, il fait partie de la culture. Et probablement que faire revivre la culture d'un territoire, ça ne se limite pas à des concerts ou des expositions. Voilà, la culture est peut-être là où on ne l'attend pas. Alors, dans tous les cas, lorsqu'on décide de mettre sur la table un projet de réaffectation d'une église, donc comme je le disais, il est vraiment aussi important de réaliser un bon diagnostic de l'église et de son environnement pour ne pas simplement répondre à des besoins urgents, mais vraiment réfléchir sur le long terme. Et ce type d'étude où l'on réfléchit au devenir des églises à l'échelle d'un grand territoire commence à faire son apparition. Une étude particulièrement méthodique et approfondie, c'est celle qui a été réalisée à l'initiative du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a été réalisée dans le cadre d'une coopération avec le Québec encore, qui est un pays en avance sur ses réflexions. Et donc, pendant 2 ans, ils ont délimité un territoire en Meurthe-et-Moselle, qui était un territoire laboratoire, où ils ont diagnostiqué 42 édifices cultuels selon 4 critères, en se demandant quelle est la situation urbaine et paysagère, quelle est l'histoire et le patrimoine du lieu, quel est l'état technique et sanitaire, et enfin, quels sont les usages, quelle est la fréquentation de l'église. Donc, cette étude comparative a permis de mettre en avant les atouts et les défauts de chaque église pour établir des propositions de réaffectation à chacune. Et donc, l'idée de cette première phase est de comprendre pour mieux agir ensuite. Et donc, cette étude a débouché sur un colloque, sur une exposition, un film et des fiches pratiques et des outils à l'intention des élus et des collectivités. Et donc, pour chaque église, ils ont réalisé une fiche technique de diagnostic, comme on peut le voir à l'écran. Donc ici, on voit donc une fiche pour l'église d'Arnaville, pour la chapelle d'Arnaville. Et donc là, on voit qu'ils reprennent chaque rubrique urbaine et paysagère, patrimoine et histoire, approche technique et sanitaire, usage et fréquentation actuelle. Et donc pour chaque église, ils ont fait ces fiches récapitulatives et très claires. Et donc après cette analyse globale d'un territoire, ils ont maintenant une bonne base de documentation pour passer à l'étape suivante, celle de sélectionner les églises qui pourraient accueillir des projets sur le plus long terme. Et donc voilà, je vois un dernier exemple. Donc ici, c'est une étude similaire qui a, dans un autre contexte, qui a eu lieu sur 22 églises rurales en Flandre occidentale. Elle a été réalisée par le cabinet d'architecture de Smet, Vermeulen, qui a répondu à un appel d'offres lancé par des intercommunalités et subsidié par des aides européennes, flamandes et provinciales. Et donc, il a utilisé une méthode en 3 temps pour chacune des églises. Il organisait d'abord une première réunion qui rassemblait tous les acteurs concernés, l'affectataire, les élus, fidèles habitants, pour faire un inventaire des possibilités, des difficultés et des dangers potentiels. Ensuite, ils organisaient une deuxième réunion qui permettait de faire le bilan de la première et d'établir les scénarios les plus évidents.
Et puis, lors de la troisième réunion, on choisissait les scénarios les plus optimaux. Et donc, la décision de réaliser ou non ces scénarios était ensuite entre les mains des communes. Et donc, cette étude a abouti à une série de recommandations architecturales, politiques, environnementales pour réaffecter les églises. Elle recommande, par exemple, de s'intéresser aux fonctions des bâtiments autour de l'église. Donc, dans le village de Herweg, par exemple, l'église est entourée de 2 bâtiments scolaires qui manquent de place pour s'agrandir. Ils ont donc proposé de créer une cantine pour les élèves dans la nef qui est directement reliée à l'école. Et donc, en tout cas, chacune de ces 22 églises ont reçu des scénarios de transformation différents. Pour certaines, un simple réaménagement suffisait pour redonner du sens à l'édifice, tandis que d'autres nécessitaient vraiment une redéfinition fondamentale et des investissements conséquents. Donc, pour chaque lieu, il est important de bien identifier les spécificités patrimoniales, environnementales et sociales pour créer vraiment des projets sur mesure. Et ce n'est pas parce qu'un projet a fonctionné dans une église qu'elle fonctionnera dans une autre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et donc, je termine enfin, voilà, pour conclure, face à cette désertification de plus en plus systématique des édifices religieux, il devient vraiment urgent de se préoccuper du sort de ces monuments patrimoniaux. Et on se rend bien compte qu'aucun indicateur prédit une augmentation des pratiques religieuses dans les années à venir. Donc, si on veut éviter au maximum l'abandon, la détérioration, voire la destruction de ces édifices, ça devient une évidence en fait, de réfléchir à une multiplication des usages dans les édifices de culte, qu'ils soient encore sacralisés ou non. Et nous avons d'ailleurs vu que la question du sacré dans les églises était finalement assez relative, mais que l'important, c'est avant tout qu'il y ait un respect mutuel entre l'esprit du lieu et sa symbolique, entre le clergé affectataire, les paroissiens et les initiateurs de projets extérieurs, que ce soit des artistes et des opérateurs d'art contemporain, des musiciens, des élus. Et je pense qu'il est important, au vu de la situation géographique des églises et du volume qu'elles ont à disposition, que ces lieux restent des lieux de rassemblement, de sociabilité et de plaisir, que ce soit pour regarder une exposition, écouter un concert, partager un repas, transmettre un savoir-faire, se former, acheter des produits locaux. Il faut d'ailleurs garder en tête que multiplier les usages permet également de multiplier les sources de subventions et de financement, qu'ils soient privés ou publics. Et bon, ce sera malheureusement pas possible de maintenir toutes les églises debout à cause des coûts que leur entretien génère. C'est pourquoi il est important de réaliser des diagnostics à l'échelle d'un territoire, plus ou moins grand, pour identifier où sont les noyaux des personnes motivées pour faire vivre leur église et pour répondre au mieux aux besoins de la population. C'est donc, comme je disais, vraiment du cas par cas. Et néanmoins, pour qu'un projet fonctionne, il est vraiment important de consulter de nombreux acteurs, de les impliquer, de créer un réseau de personnes qui pourront travailler ensemble, que ce soit le clergé, les paroissiens, les habitants, les pouvoirs ecclésiastiques, les élus, l'office du tourisme, des artistes, le secteur de l'éducation même. Et lors d'un projet de réaffectation, de partage des usages, j'ai aussi l'impression qu'on ne fait pas suffisamment appel à des professionnels, même pour une simple consultation, que ce soit des historiens de l'art, conservateurs, restaurateurs d'œuvres d'art, muséographes, scénographes, architectes, médiateurs, animateurs du patrimoine, professionnels du tourisme. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut consulter. Et je pense que c'est souvent un des ingrédients qui manquent pour pouvoir réaliser des projets de qualité qui durent sur le long terme. Donc, il me semble qu'il est également tout à fait possible de faire cohabiter les fonctions cultuelles et culturelles, et même sociales, pour éviter la désacralisation totale d'un édifice. Mais les exemples d'usages partagés pérennes comme la Kunststation à Cologne ou la chapelle de Jodogne sont finalement assez rares. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus. Généralement, on invite l'art à des occasions ponctuelles, une fête liturgique, une biennale d'art contemporain, d'art sacré, lors de la journée des églises ouvertes. Et donc, nous sommes tous pour de bonnes raisons, nous avons tous de bonnes raisons de vouloir préserver au maximum les édifices religieux.
Mais les protéger, ça ne veut pas dire les figer. Les églises sont un patrimoine à réinventer pour qu'elles puissent répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Mais sans conscientisation, sans concertation, sans dialogue, sans motivation et sans projet concret, elles risquent de se dégrader les unes après les autres. Il est donc important de réfléchir, mais aussi d'agir.